Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à une question à la fois profonde et souvent silencieuse. Comment est-ce que les blessures de l'enfance peuvent continuer de résonner, de façonner une vie d'adulte? C'est vraiment le cœur de ce qu'on appelle le traumatisme développemental, et c'est ce mécanisme qu'on va décortiquer ensemble. Alors pourquoi? Pourquoi certains adultes ont-ils cette sensation tenace d'être coincés, de revivre sans cesse les mêmes schémas, un peu comme si une partie d'eux n'avait au fond jamais vraiment grandi? C'est cette question qui va être notre fil rouge. Allez, on entre dans le vif du sujet. Première partie, l'écho de l'enfance. C'est vraiment là que tout commence, à la racine même de cette expérience si particulière. Le tableau, c'est celui-ci. Une personne qui, de l'extérieur, a tout d'un adulte. L'âge, les responsabilités, tout y est. Sauf que, à l'intérieur, c'est comme si un enfant ou un adolescent était resté bloqué, figé, complètement paralysé par la peur, par la honte ou par quelque chose qui ne peut même pas se dire. Et c'est justement ce décalage, cette dissonance interne, qui est au cœur du problème. D'accord, mais comment ça marche concrètement? Quel est le mécanisme derrière tout ça? C'est ce qu'on va voir maintenant. Deuxième partie, quand le développement se fige. Et le concept absolument central ici, c'est celui de gel développemental. C'est une idée assez fascinante. Quand un TROA survient dans l'enfance, il ne fait pas que blesser. Il vient interrompre littéralement tout le processus de maturation. Le psychisme se verrouille en mode survie et tout s'arrête. Et regardez bien cette distinction, elle est capitale. D'un côté, l'âge chronologique, lui, il continue d'avancer. Bien sûr, les années passent. Mais de l'autre, l'âge psychique, lui, reste comme cristallisé. Il reste déposé autour de la cicatrice, figé à l'instant précis où le monde a basculé. Et pour survivre à ce basculement, pour ne pas exploser en vol, l'enfant met en place des défenses massives. On parle ici d'hypervigilance, cet état d'alerte permanent, de dissociation quand on se coupe de la réalité pour moins souffrir, ou encore d'idéalisation, de retrait sur soi. Le seul et unique but de tous ces mécanismes, il est vital, c'est d'empêcher l'effondrement, ne pas se désintégrer. Bon, mais alors, des années plus tard, comment est-ce que cette blessure se manifeste? C'est notre troisième partie, l'adulte et l'enfant intérieur. Le résultat de ce gel, c'est ce que les spécialistes appellent une trace mnésique traumatique non intégrée. En d'autres termes, c'est un fragment du passé, un bout d'histoire qui n'a jamais été digéré, jamais vraiment assimilé. Et ce fragment, il continue d'agir dans l'ombre et de dicter la perception du monde, des autres, de soi-même. Et les conséquences, eh bien, elles sont très concrètes. Cette trace peut ressurgir bien plus tard sous la forme de troubles anxieux complexes, d'états dissociatifs, de certains troubles de la personnalité, ou même de décompensations post-traumatiques qui peuvent arriver des décennies après les faits. Alors, la question c'est comment on sort de cette impasse? Et là, on arrive à un tournant dans notre analyse. Quatrième partie, devenir son propre parent. Le point qui est absolument crucial à comprendre, c'est celui-ci. Le but n'est pas de réécrire le passé. De toute façon, c'est impossible. L'objectif, qui est bien plus puissant, c'est d'accomplir une véritable réparation psychique. Et cette réparation, elle passe par un processus qu'on nomme le reparentage interne. L'idée, c'est que le soi adulte d'aujourd'hui devienne, pour cet enfant intérieur qui est resté blessé, le parent qu'il n'a jamais eu. Un parent qui protège, qui valide et qui donne du sens à ce qu'il n'en avait pas. Au cœur de cette guérison, il y a un dialogue. Un dialogue intérieur qui peut être d'une puissance incroyable. C'est l'adulte d'aujourd'hui qui peut enfin dire à l'enfant d'hier: tu n'y étais pour rien. Ce qui t'est arrivé ne dit absolument rien de ta valeur. Et moi, l'adulte que tu es devenu, je vais te rendre justice. Voyons maintenant un peu plus en détail comment ce cheminement se déroule en pratique. Cinquième partie, le chemin de la reconstruction. La psychotraumatologie nous donne en fait trois grands axes. Le tout premier pas, c'est de reconnaître la réalité traumatique, de sortir du déni, de nommer les choses. Le deuxième, et il est fondamental, c'est de réattribuer les responsabilités, c'est-à-dire de les remettre là où elles doivent être, sur l'adulte qui a failli. Et enfin, le troisième axe, c'est de réorganiser la temporalité psychique, de faire en sorte que l'horloge interne puisse enfin se resynchroniser avec l'âge réel. Pour que ce soit plus clair, prenons un premier exemple clinique, un exemple particulièrement difficile, celui de l'abus sexuel. Un enfant victime, il ne peut pas mettre de mots sur cette violence. Il grandit donc très souvent avec une croyance non formulée, une sorte de honte sourde et une culpabilité qui n'a rien à faire là. En fait, il intériorise une faute qui n'a jamais été la sienne. Et c'est là qu'intervient la vérité thérapeutique. C'est une vérité qui, vue de l'extérieur, peut sembler évidente, mais qui, pour la personne concernée, est une véritable libération.
Elle consiste à restaurer l'ordre des choses, affirmer haut et fort que la faute, le trouble, la pathologie, tout était du côté de l'agresseur. Jamais, au grand jamais, du côté de l'enfant. Prenons un autre cas de figure, celui du parent pathologique, que ce parent soit narcissique, instable ou tout simplement absent psychiquement. Face à un parent qui est incapable de donner l'amour ou la reconnaissance dont il a besoin, l'enfant, qui à cet âge est par nature centré sur lui-même, va tirer une conclusion absolument terrible. Si on ne m'aime pas, ça veut dire que je ne suis pas aimable. Et cette croyance devient la pierre angulaire de toute une fausse identité. Et là encore, le travail thérapeutique est un acte de libération. Il s'agit de pointer la véritable source du problème. Et la prise de conscience, c'est la suivante. Ce parent a failli, oui, mais parce qu'il était malade, ou déficient, ou empêché, et non pas parce que l'enfant, lui, était indigne d'être aimé. Ce qui nous amène tout naturellement à notre dernière partie, qui est une véritable ouverture vers l'espoir, un avenir à réécrire. L'objectif final de tout ce parcours, qui est parfois long, parfois douloureux, c'est de permettre à cet âge psychologique qui était resté gelé dans le temps de rejoindre enfin l'âge réel. C'est ce mouvement de réconciliation qui va rouvrir la porte à un avenir qui n'est plus condamné à n'être qu'une simple répétition du passé. Et pour conclure, peut-être une dernière pensée à méditer. Et si la véritable guérison, au fond, ce n'était pas l'oubli est souvent impossible de toute façon, mais si c'était la réconciliation. Une réconciliation avec toutes les parts brisées de son histoire, pour enfin s'autoriser à commencer un nouveau chapitre.